Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes dimanche 27 août à la une de ce journal. La mission de la BAD, Banque africaine de développement, concourt à terme au développement du continent africain pour s'assurer que l'institution financière remplit sa mission. Une évaluation périodique est faite. Comment est-elle menée? Vous le saurez dans ce journal. Dans ce journal également, nous parlerons de la Tabaski. Les musulmans célèbrent donc la fête de Tabaski le vendredi 1er septembre prochain. Combien coûtent les bêtes cette année après les décisions prises par le gouvernement? Vous le saurez dans une vingtaine de minutes. En Italie, la police a expulsé et dégagé à coups de canon à eau et de matraque des dizaines de réfugiés à Rome. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi dans la capitale italienne pour réclamer la fin de ces expulsions. Il est créé sous l'autorité du Premier ministre un conseil dénommé Conseil de lutte contre la vie chère. Il a pour mission la coordination et le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère définies par le gouvernement. À ce titre, le conseil est chargé entre autres d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation ainsi que sur la disponibilité de ces produits sur toute l'étendue du territoire. La fête de la Tabaski ou fête du mouton aura lieu le 1er septembre prochain, vendredi donc. Y aura-t-il assez de béliers justement pour la fête? Quelle est la qualité des animaux soumis à la consommation? Et le marché connaîtra-t-il une hausse de prix encore cette année? Pour en parler, nous recevons dans le cadre du magazine du dimanche Dr Nyanji Adjo Daniel, la directrice des productions d'élevage au ministère des Ressources animales et halieutiques et membre du comité technique du Conseil national de lutte contre la vie chère. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Amdadiani. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure. On l'a appris ce matin, l'ancien ministre Dagobert Banzio et vice-président du PDCI-RDA est décédé en France dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans un établissement hospitalier de la banlieue parisienne. Par ailleurs, président du conseil régional du Cavali, Dagobert Banzio s'en est allé des suites d'une longue maladie dans sa 60e année. Nous avons pu joindre par téléphone le porte-parole du PDCI-RDA, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui est en Allemagne et avec qui nous sommes en ligne. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Hamza Diaby. Alors, dites-nous, est-ce que le PDCI confirme ce décès, le décès du ministre Dagobert Banzio? Bon, moi aussi, j'ai eu la même information à travers les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, j'ai eu un message du ministre d'État Aoussou, nous faisant part donc de la mort de notre très cher frère Banzio Dagobert. Et également, l'occasion vient de me le confirmer. Donc, je puis vous dire que c'est une nouvelle qui nous arrive, mais qui en même temps est un drame pour nous. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les circonstances du décès? Bon, je n'en ai aucune idée. Je sais qu'il était souffrant, il se faisait soigner, c'est tout ce que je sais. Sinon, je n'ai pas d'autres réponses à donner. Sauf que vraiment, nous sommes en train de souffrir énormément à l'idée de savoir que ce grand militant qui a tout donné à la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de l'État, puisqu'il a été ministre des Sports, et au niveau également du PDCI-RDA, toutes ces actions qu'il a menées pour en faveur de la paix, tout ce qu'il a constitué comme atout fondamental pour permettre à la Côte d'Ivoire de connaître la paix. C'est une perte énorme et nous ne pouvons que regretter cette mort brutale. Mon choc. Avant de vous laisser repartir, monsieur le ministre, dites-nous, que représentait Dagobert Banzio pour votre parti, le PDCI-RDA?
savez très bien que Dagobert Banzio, pendant longtemps, a été député au niveau de l'Assemblée nationale au titre du PDCI. Il est présentement le président du conseil régional du Cavali. Et il a été nommé vice-président du PDCI-RDA. Donc c'est dire que c'est un grand militant sur qui le PDCI compte et qui également est une figure de proue au niveau de la grande région du Cavali. C'est une perte énorme que nous ressentons difficilement, mais nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il lui ouvre les portes du paradis. En tout cas, je profite aussi de votre micro pour présenter toutes nos condoléances à sa famille biologique et au président du PDCI RDA, le président Henri Bédié, ainsi que tous les militants du PDCI RDA. C'est une perte énorme pour notre parti, mais nous ne pouvons pas faire autrement. C'est la volonté de Dieu et on fait avec. Merci à vous, Monsieur le ministre. Toutes nos condoléances à vous, au PDCI-RDA et à la Côte d'Ivoire tout entière. C'était donc le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani que nous avions en ligne depuis l'Allemagne. Il nous confirmait le décès cette nuit de l'ancien ministre Dagobert Banzio. Je vous le disais en titre, la Banque africaine de développement a 5 missions principales qui concourent à terme à contribuer au développement du continent. Pour s'assurer que l'institution financière remplit sa mission, une évaluation périodique est faite. Comment est-elle menée et que révèle la dernière mission d'évaluation? La BAD est-elle sur la bonne voie? Élément de réponse dans ce document signé Noël Niagno. L'Afrique, continent de l'espoir, la nouvelle frontière du développement. La preuve. Entre 2010 et 2012, les entrées nettes de capitaux privés en Afrique subsaharienne ont doublé par rapport à la période 2000-2007. En 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. C'est la situation aujourd'hui de la Chine. Si l'Afrique parvient à répondre à ces défis d'infrastructure, d'énergie, d'urbanisation, de formation professionnelle, elle peut donc devenir l'usine et le grenier du monde. Devenir l'usine, le grenier du monde. Parmi les conditionnalités à remplir pour parvenir à cela, la réalisation de 5 priorités énoncées par le président du groupe de la BAD à l'occasion de sa prise de fonction le 1er septembre 2015. Il s'agit d'éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, la nourrir, la transformer, l'intégrer, d'améliorer la vie des Africains. Nous ne pouvons rien sans électricité, sans énergie, et notamment l'énergie électrique. Nous ne pouvons rien sans industrie. Nous ne pouvons pas nous en sortir en Afrique si nous ne nous serrons pas les coudes. Nous avons de petits marchés, mais mettons nos énergies ensemble, fédérons-les, et à ce moment-là, nous pourrions constituer une grande force. Nous ne pouvons pas nous en sortir si les jeunes, les femmes ne se sentent pas très bien. Donc, en termes de bien-être, système éducatif, système sanitaire. Un an après l'annonce de ses engagements, Akivumi Adesina, président du groupe de la BAD, s'est ouvert en octobre 2016 à la presse, notamment à Fraternité Matin. Une tribune pour soumettre à la critique de tous son bilan. Recueillir des avis pour faire plus et mieux, parce que l'enjeu est de taille. 2 mois après la publication de ce bilan, une semaine d'évaluation et de discussion de haut niveau est initiée du 7 au 10 novembre 2016. Sa finalité, examiner les opportunités et défis à relever à l'effet de réaliser ces 5 priorités, leur donner toutes les chances de réussite et faire naître ainsi une chose, la culture de l'évaluation. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous nous arrêtons pour savoir si on a bien ou mal fait et nous en tirons les leçons. De la même façon, pour une institution au service des gens,
l'évaluation doit faire partie de la culture de l'institution, qui est de se dire j'essaie d'aider, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais moins bien et comment je peux faire mieux demain. Incidence majeure, la réduction de la distance entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est tout le dispositif institutionnel qui permet à un État de fonctionner normalement. Mais la légitimité va plus loin. C'est l'assurance que ce que nous faisons représente la volonté du peuple. Et donc, nous avons, nous, élites africaines, nous avons la responsabilité, le devoir d'être les plus proches possibles des populations à la base. Deux effets sont attendus de cet état de fait. D'abord, une solution à la question du leadership. Le leadership, c'est la capacité à mobiliser volontairement derrière soi tous les acteurs de développement. Et ça se fait à tous les niveaux. Alors, en général, quand on parle de leadership, les gens ne pensent qu'à la première autorité de l'État, non. Mais dans chaque domaine, y compris dans les entreprises, y compris dans les administrations publiques, y compris évidemment la sphère politique, chacun doit pouvoir privilégier l'intérêt national, l'intérêt républicain à l'intérêt personnel. Le second impact, la recherche de solutions originales. Nous ne savons pas toujours réfléchir par nous-mêmes. Nous copions les autres. Or, les constats qui sont faits le sont pour d'autres sociétés, le sont pour d'autres économies. Quelles sont les spécificités africaines en la matière? Et c'est là où, justement, nos chercheurs doivent exceller. C'est là où nos anthropologues, nos sociologues, nos économistes doivent prendre appui sur les spécificités africaines pour voir comment on met en œuvre par rapport à nos réalités propres. À l'issue des panels de haut niveau et des discussions de ce mois de novembre, il est ressorti la nécessité de la mise en place d'une base de données accessible à tous. En attendant un bilan exhaustif, on peut retenir sur l'année 2016 la mise en œuvre de l'initiative Afrique 50, l'initiative des énergies renouvelables et celle de l'emploi jeune. Plus de 5 000 milliards de promesses de financement sont obtenues. L'Union transfrontalière des collectivités de l'espace SKBO, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso bénéficie désormais d'un programme d'aménagement transfrontalier. Le coût global des travaux s'élève à 3 milliards de francs CFA. Les acteurs de cette coopération ont entamé une visite de l'espace dédié au projet. Ils étaient vendredi dernier à Niélé. Nos confrères de RTI Bouaké y étaient aussi. Leur reportage. Les villes frontalières, notamment de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso, pratiquent désormais une coopération transfrontalière locale. Il s'agit des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Quand vous prenez une frontière, c'est le même peuple, souvent la même famille. Quand je prends le cas de la Bago et de Sikasso, le matin, côté Tengrela, côté Débété, côté Kapapara, côté Kanakono, des paysans ivoiriens qui ont leur champ au Mali, des paysans maliens qui ont les champs au Burkina. On veut vraiment que les peuples revivent comme ils vivaient par le passé. Premier fruit de cette coopération, la mise en œuvre d'un programme d'aménagement transfrontalier. Il est accompagné par l'UEMOA et la Suisse. Nous avons une liste de projets qu'on va discuter avec les communes concernées. On peut imaginer que sur les 800 km de la frontière, il y aura peut-être 25 à 30 projets. Habituellement, on s'attaque aux grandes villes, mais cette fois-ci, la Commission voudrait descendre au niveau de la base. Parce que nous pensons que si nous développons ces zones transfrontalières, nous arrivons vraiment à toucher l'essentiel de l'intégration. Si nous avons réussi cette première phase avec 3 milliards, la coopération suisse dit je vous mets en place 10 milliards. Et dans le cadre de politique de descente à la base, plusieurs bailleurs de fonds sont en train de venir. Cet instrument de développement et de coopération suscite des missions de terrain. Cela en vue d'analyser les potentiels et les besoins de chacun des espaces. La ville de Niélé vient d'abriter la 3e mission. Elle porte sur la validation des projets pré-identifiés. Avec ce projet-là, ça va diminuer tout ce que nous pensons comme litige de part et d'autre. Les petits bagarres et autres. Nous faisons frontière avec le Diawala. Donc à la saison pluvieuse, il n'y a pas de voie. Donc si on pouvait faire un pont là, vraiment ça pourrait beaucoup nous soulager.
Un atelier à Niélé et 2 autres à Finkolo, Mali et à Niangologo, Burkina Faso. Des ateliers suivis, des visites, des espaces, des projets ont ponctué la 3e mission des acteurs de l'Union transfrontalière des collectivités de l'espace Escabo. Le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la région de la Nawa vient de recevoir un véhicule neuf. C'est un don du président du conseil régional. Pour Alain Richard Donvayi, il s'agit de faciliter la mobilité de cette chambre et la rendre plus opérationnelle afin qu'elle soit en mesure de mener à bien sa mission. La remise de clés a eu lieu dans la commune de Mayo, dans le département de Soubré, en présence de nombreuses personnalités, dont Marcela Montano, le ministre des Affaires étrangères. Abou Sanogo y était pour RTI. Voici la voiture du chef. Un véhicule flambant neuf offert à Chifi Roland Zobri, président de la Chambre des rois et chefs coutumiers de la Nawa. Un don du président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Donvayi, qui vise à faciliter la mobilité du chef et à lui permettre de mener à bien la mission qui lui est assignée, à savoir le rôle d'interface et de facilitateur entre l'administration et la communauté. Les chefs coutumiers traditionnels de la région de la Nawa qui ont fait le déplacement dans la commune de Mayo n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs pour ce geste. Vous avez honoré la Nawa. À travers le chef Zobré, vous avez démontré à la face du peuple ivoirien qu'un chef peut compter sur son fils. Ce que vous venez de faire. Merci, merci. Nous aurons l'occasion de vous dire merci selon les rites des chutes de la Nawa. La cérémonie de remise des clés a été suivie de la finale du tournoi de football doté du trophée Alain Richard Donvayi. Finale qui a vu la victoire de l'équipe de Mayo en bleu sur l'équipe de Lilio en jaune par le score de 1-0. Direction Boniéré-Dougou, Niéméné et Fumbolo dans le département de Dabakala où les activités socioculturelles et sportives ont été organisées. À cette occasion, les meilleurs écoliers ont été récompensés. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Au chapitre religion de ce journal, nous nous rendons tout d'abord à Awabo dans la commune d'Anyama où les chrétiens haristes étaient en fête dimanche dernier. C'était à l'occasion de l'inauguration du nouveau temple du village. Sa construction a débuté depuis 2002 et a coûté 175 millions de francs CFA aux fidèles haristes qui ont profité de l'occasion pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le témoignage d'Herman Niamia. Jour de fête et de joie pour les chrétiens haristes d'Awabo, village situé à quelques encablures d'Anyama. Objet de cette joie, la dédicace du nouveau temple du village du nom d'Abouaké. C'est le vice-président de l'église hariste de Côte d'Ivoire, le doyen Cécile Couton Jacob, qui a procédé à l'ouverture de ce temple. En faisant cette dédicace, c'est une façon pour les dirigeants de cette église de perpétuer l'œuvre de Salomon et de dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. D'Abraham à Salomon, là que nous avons vu la réalisation de la dédicace et nous marchons dans ce pas. Quand on est enfant de Dieu, ce qu'il faut faire, il faut construire des temples. Bâti sur une superficie de 1200 mètres carrés, la construction de ce temple a débuté en 2002 pour un montant total de 175 millions de francs CFA. Ce temple a une capacité d'accueil de 1150 places assises. Pour le président du comité d'organisation, la construction du temple d'Awabo doit être un signal fort pour tous les chrétiens haristes de Côte d'Ivoire, afin qu'ils puissent, à l'instar de ce village, bâtir des temples pour le Seigneur. Nous sommes une jeune communauté, mais vous voyez cette œuvre que nous avons pu bâtir. Dieu nous a donc donné la force de le faire et nous voulons que partout où il y a les chrétiens haristes, ils viennent voir l'exemple d'Awabo pour pouvoir bâtir aussi les temples. La cérémonie de dédicace a été le moment choisi pour célébrer et rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette bâtisse. Ainsi, les doyens, les chefs de communauté, de villages voisins et les chefs de chantier ont reçu des médailles et des diplômes d'honneur. Le célébrant du jour n'a pas manqué dans son homélie de demander aux habitants du village de prendre soin de cette œuvre.
300 jeunes âgés de 8 à 21 ans, tous des scouts catholiques du diocèse de Katiola, prennent part à la première édition du camp de vacances dénommé Wopikolo à Niakara. Il s'agit d'un regroupement placé sous le signe de la cohésion sociale. Pendant 7 jours, les scouts catholiques auront droit aux séances de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire, à la promotion de la culture sénoufo et aux valeurs de citoyenneté inspirées du scoutisme ainsi que de la spiritualité chrétienne. On retrouve Amadou Ouattara-Walter. Paroisse Saint-Joseph de Niakara. Une messe inclue dans la cérémonie d'ouverture marque le début des activités de la première édition du camp régional de vacances des scouts catholiques du diocèse de Katiola. Une édition placée sous la présidence de son Excellence Ignace Bessidogbo, évêque du diocèse de Katiola. Ce camp de vacances est dénommé Wokbolo, en langue tagbanan qui signifie « regroupons-nous ». Ce sont plus de 300 jeunes qui se retrouvent ainsi pour communier sous l'onction de Dieu. Nous sommes de toutes les ethnies du pays. Ça peut nous permettre de nous rapprocher et vivre vraiment la solidarité et puis le partage que le pays nous demande de vivre aujourd'hui. Autre point fort de cette cérémonie, la remise de foulards aux autorités invitées à l'occasion du 1er août, symbolisant la célébration de la Journée mondiale du foulard du scout. Gervais Touré, au nom du parrain, le lieutenant-colonel Touré Hervé, a salué l'initiative et encourage les scouts à contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Il a bien voulu accompagner cette jeunesse pour leur dire que du haut de l'année qu'il est, c'est de son devoir d'accompagner les plus jeunes et puis les encourager à travers ces valeurs qu'ils apprennent à être les responsables de demain. Ce camp qui va durer une semaine a pour thème « Ensemble pour la reconstruction de notre région ». Une sensibilisation sur les phénomènes des grossesses en milieu scolaire, un défilé des communautés scouts des districts de Feke, Niakara, Katiola, puis une danse du terroir sénoufo ont ponctué cette deuxième journée du camp vacances des scouts catholiques du diocèse de Katiola. Plus loin, en Arabie Saoudite, les pèlerins ivoiriens se réjouissent de pouvoir suivre la RTI, leur chaîne nationale, dans leur chambre d'hôtel. C'est une première selon eux. L'idée est du président du conseil d'administration du groupe d'hôtels qui loge nos candidats au Hajj. Le reportage de Park Gasso-Rokone, notre envoyé spécial sur place. Jingle du journal télévisé de la radiodiffusion télévision ivoirienne première chaîne RTI 1. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes ni à Abidjan ni à l'intérieur du pays. Nous sommes dans l'une des chambres de l'hôtel Amjad de la Mecque en Arabie Saoudite où est logée une grande partie des pèlerins ivoiriens. Comme dans cette chambre, toutes les chambres de l'hôtel reçoivent la chaîne nationale. Une première selon chef de groupe, encadreur et candidat au Hajj. Ça fait plus de 20 ans que je fais le pèlerinage, mais c'est la première fois que dans notre chambre, on voit la RTI. On n'est pas coupé du pays. Nous, les Ivoiriens qui sommes là aujourd'hui, on est fiers de pouvoir regarder notre télé en Arabie Saoudite. Selon eux, la présence de la RTI dans leur chambre n'entache en rien leur volonté d'accomplir avec quiétude les rites et actes d'adoration. Je suis heureuse de savoir que la RTI passe dans les chambres. Mais cela ne m'empêche pas de suivre mes prières. L'idée de la chaîne nationale de Côte d'Ivoire dans les chambres de l'hôtel est de Ali Ayacha, président du conseil d'administration du groupe international DAFA, hôtel d'Arabie Saoudite et ses collaborateurs. Vous savez que nous sommes très loin de la Côte d'Ivoire et j'ai mis cette chaîne ivoirienne ici dans toutes les chambres pour que les Ivoiriens se sentent beaucoup à l'aise, pour qu'ils se sentent chez eux. Et aussi d'avoir les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Heureux d'être les logeurs des pèlerins ivoiriens, ils ne cessent chaque jour de leur rendre visite. Occasion pour eux de rendre hommage aux responsables du commissariat du Hajj et aux pèlerins pour leur discipline et leur sens des responsabilités, mais aussi témoigner toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'intérêt qu'il accorde à l'organisation du Hajj. Je suis le plus heureux depuis 6 ans d'être le tuteur des pèlerins étatiques de la Côte d'Ivoire, un peuple organisé, discipliné, à l'image de son président, son Excellence Alassane Ouattara, et que je salue énormément. Un grand monsieur qui fait la fierté de tous sur tous les plans. Cet homme d'affaires arabe et ses collaborateurs entendent les années à venir investir en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité, dont la construction d'un hôtel 5 étoiles à Abidjan, la perle des lagunes.
De retour ici en Côte d'Ivoire, précisément à Ouragayo, où a lieu la première édition du festival de danses et chants Aloukou. C'est une initiative des autorités municipales et elle s'est ouverte jeudi dernier en présence du préfet de région Sanogo Al-Hassana et du maire de Ouragayo, Pierre Dakouri-Tablé. L'objectif du festival est de valoriser la danse et la culture du terroir. Issa Chonanyeo, de retour de Ouragayo. L'aloukou, un rythme traditionnel du peuple bété dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les cadres de cette région ont décidé de le promouvoir ici et au-delà des frontières ivoiriennes à travers un festival dénommé Festival Aloukou dans la sous-préfecture de Ouragayo. Pour cette première édition, c'est le groupe Azoblo du village de Oudi Bipa dans la sous-préfecture de Ouragayo qui a eu le privilège de donner le ton. Pendant 5 jours, jeunes et vieux ont rivalisé d'ardeur et d'ingéniosité pour célébrer la beauté culturelle du peuple bété. Chansonniers, artistes traditionnels et modernes ont égayé les populations avec leur voix mélodieuse. Ce festival est l'occasion de faire un clin d'œil au créateur de ce rythme. En 1963, j'ai eu l'idée d'avoir le service de récupération de toutes les bouteilles pour chanter. Et après de là, le coup est né. Pour les autorités, ce festival est une ouverture vers les autres cultures. La culture est véritablement la porte d'entrée du développement. Nous faisons un festival à Ouragayo pour améliorer la visibilité et l'attractivité de notre commune. C'est un très bon canal de cohésion sociale, un bon canal d'entente et d'entraide entre les populations. C'est ensemble qui peut construire ce festival-là. À peine le rideau tombé sur la première édition que les initiateurs pensent à la deuxième, prévue pour se tenir l'année prochaine. Issa a également suivi pour vous la deuxième édition de Yop Reggae Festival. C'était le week-end dernier à l'espace Figayo de Yopougon. 2 jours durant, Fadaldé, Kadji, Ahmed Faras, Ismo Vitalo et bien d'autres artistes ont égayé les mélomanes amateurs de reggae. Ce festival comportait aussi un volet scientifique qui a permis de développer le thème « L'école obligatoire, quel impact ?» Reportage. L'espace Figayo de Yopougon a vécu de grands moments à la deuxième édition de Yop Reggae Festival. Pendant 2 jours, les reggae-philes ont vibré au rythme et au son de la musique de leurs idoles. Fadaldé, Ismo de Vitalo, Ahmed Faras, Kaluja et bien d'autres artistes ont su donner de la sensation aux mélomanes. Le reggae né en Jamaïque a conquis le monde. Yop Reggae Festival a fait un clin d'œil à la Guadeloupe avec Achaman. Ce festival, avec une note venue des Antilles, favorise le dialogue des cultures. Le chemin est long, mais c'est la reconnexion entre les enfants d'Afrique et la diaspora même. Ceux qui avaient été déportés il y a 400 ans, comme Marcus Garvey le dit, comme beaucoup le disent, blessed. Le reggae, c'est une musique très importante, c'est une musique d'amour, de réconciliation. C'est une musique aussi qui prend la paix et qui permet à chacun de comprendre ce qui se passe réellement dans la vie des uns des autres. Yop Reggae Festival, c'est aussi le volet scientifique. Une conférence a été animée autour du thème « L'école obligatoire, quel impact ?» Danser, c'est bien, mais quand vous écoutez les chansons reggae, vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas simplement de faire danser, il s'agit d'amener les gens à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et la thématique qu'on évoque ici, notamment l'école obligatoire, entre absolument dans ce cadre-là. Il faut que nos enfants aillent à l'école. On nous taxe d'artistes qui revendiquent beaucoup, qui parlent beaucoup. Mais en même temps qu'on revendique, on propose. Nous, on sensibilise, on éveille les consciences. Donc on s'est dit qu'à travers le reggae,
on peut véhiculer un certain nombre de messages, on peut sensibiliser les populations. Yop Reggae Festival se veut une rencontre festive et éducative. Il en sera ainsi pour les prochaines éditions. L'actualité internationale à présent, c'est en bref et en images. La violente expulsion de dizaines de réfugiés squattant un immeuble du centre de Rome a illustré cette semaine la nouvelle fermeté de l'Italie et les tensions liées à sa difficulté à intégrer les populations en provenance d'Afrique subsaharienne. La police a dégagé à coups de canon à eau et de matraques les dizaines de réfugiés restés campés sur place qui ont répliqué en jetant des bonbonnes de gaz et des pierres. Plusieurs centaines de personnes, essentiellement des militants de gauche et de nombreux réfugiés, ont manifesté hier samedi après-midi dans la capitale italienne pour réclamer la fin de ces expulsions. Aux États-Unis, l'État du Texas a été touché dans la nuit de vendredi à samedi 26 août par l'ouragan Harvey, le plus puissant depuis la tempête Katrina en 2005. À l'origine, Harvey était classé en catégorie 4 sur une échelle de 5 avec des vents à plus de 200 km/h. Depuis, l'ouragan semble s'essouffler. Il a été rétrogradé en tempête tropicale samedi en milieu de journée, mais il est toujours dangereux. Un premier décès a été signalé, celui d'une personne qui a été prise au piège dans l'incendie de sa maison pendant la tempête. Pour l'instant, on parle seulement d'une dizaine de blessés à Rockport. La reconstruction prendra des années, selon le responsable de l'Agence fédérale des situations d'urgence. Nous sommes à présent dans le magazine du dimanche. À l'issue de sa réunion du 31 mai 2017, le Conseil des ministres a adopté les mesures et actions proposées sur la vie chère. Et ces mesures recommandées suivant les plus importants postes de consommation des populations, à savoir le transport, le logement et l'alimentation, visaient essentiellement à traiter plus vigoureusement les facteurs et pratiques qui impactent négativement le coût de la vie. D'où la campagne de sensibilisation sur la lutte contre les faux frais dans la filière bétail-viande, à quelques jours seulement de la célébration de la fête de Tabaski. Docteur Nyonji, avant d'entamer notre échange, je vous propose de suivre cet élément. Il nous est proposé par notre reporter Astou Touré. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les packs à bétail affichent complet. Bélier, bœuf ou cabri, il y a de tout. Seydou n'a pas voulu attendre le dernier moment pour acheter son bélier. Craignant une flambée des prix, il s'y est rendu tout en espérant l'avoir à moindre coût. Le prix est un peu cher, franchement, c'est un peu cher. J'ai cherché un mouton de 150 000 à 160 000 comme ça. Bon, je n'ai pas encore eu d'abord. Bon, puis essaye de voir le prix pour diminuer un peu là, on peut avoir. Très souvent accusés, les vendeurs de bétail rejettent la faute aux clients qui ne tiennent pas compte forcément des contraintes liées à ce secteur. Pendant la Tabaski comme ça, là, les pots de manioc qu'on achetait à 500 francs avant la Tabaski, pendant la période de la Tabaski, ça devient 2000 francs. Même l'eau qu'on donne aux moutons, ils augmentent. Donc tous ces charges, on est obligé de répartir ça sur des moutons pour pouvoir les vendre. Le pâturage, ils nous ont fait payer un peu plus cher par rapport à l'année passée. Les moutons sont différents. Alors, ce que nous on élève ici encore, c'est plus différent. La viande aussi, tout, c'est encore plus bon que ce qui vient d'ailleurs. Parce que là, nous on fait l'élevage 1 an. Nous, on les achète étant grands, puis on élève jusqu'à l'année prochaine. C'est comme ça nous on fait. Ceux qui veulent payer moins cher aussi, ils viennent, il y a des moins chers aussi, voilà, de 90 000, 60 000. Mais tandis que nous, les frères ivoiriens, nos frères ivoiriens ne veulent pas les petits moutons, mais ils ne veulent pas l'enlever l'argent. C'est ça le problème. Malgré la décision du gouvernement de lutter contre les faux frais liés au transport du bétail, le coût demeure encore élevé pour bon nombre de consommateurs qui dénoncent la présence d'intermédiaires qui feraient de la surenchère. Les propriétaires, quand ils viennent avec les moutons, ils vont directement donner au propriétaire du coin pour que lui puisse y vendre pour pouvoir avoir quelque chose aussi. Donc ça fait que le propriétaire lui peut donner le mouton à 150 000. Le coxeur, lui, il va vouloir vendre le mouton pour pouvoir avoir aussi pour lui. Donc ça fait que le mouton devient plus cher. Si on pouvait directement passer par les propriétaires, le mouton sera plus moins cher. Les populations reconnaissent les efforts fournis par le gouvernement, mais souhaitent que ce secteur soit mieux contrôlé pour que diminuent réellement les prix du bétail sur le marché. Alors, docteur Nyonji, dites-nous, quelles sont les mesures prises par le gouvernement? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de me remercier Monsieur le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques,
Monsieur le ministre Souleymane Djarassouba, et à travers le Premier ministre, ministre du budget du portefeuille de l'État, qui est le président du conseil de concertation du Comité national de lutte contre la vie chère. Et c'est à ce titre que vous êtes là? Tout à fait. Je voudrais aussi porter toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, pour tous les efforts qui sont faits pour faire en sorte d'assurer la sécurité alimentaire sur toute l'étendue du territoire. Merci Madame. Quelles sont donc les mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la célébration de la Tabaski cette année? Dans le cadre de la célébration de la Tabaski, pour amener un tant soit peu à réduire le prix du mouton, 4 mesures ont été prises. D'abord, il s'agissait de rappeler à tous les acteurs de la filière les dispositions de l'arrêté interministériel du 8 août 2012 qui portait interdiction du convoyage. Cette mesure avait été prise, elle avait été respectée, mais des enquêtes qui ont été menées au niveau des services des différents ministères techniques ont montré qu'il y avait quelques pratiques encore illicites. Donc la première mesure, c'est de rappeler cette disposition et d'informer tout le monde que tous les contrevenants seront sous l'effet de sanctions. La deuxième mesure, il s'agit d'améliorer la fluidité du transport, c'est-à-dire depuis les postes frontaliers, améliorer la fluidité du transport, éliminer tous les frais illicites et les tracasseries routières pour permettre aux transporteurs qui transportent le bétail, qui sont des êtres vivants, d'arriver le plus tôt possible aux marchés terminaux. La troisième mesure, c'est une mesure de sécurité, c'est-à-dire sécuriser tous les axes routiers qui partent depuis les postes frontaliers jusqu'aux marchés terminaux. Et enfin, la quatrième mesure, il s'agit d'interdire tout prélèvement illicite, tout ce qu'on appelle faux frais, qui pourrait gréver le prix pour le consommateur final. D'accord, ça fait les 4 mesures. Et quel est selon vous l'impact de ces mesures sur l'approvisionnement? L'impact de ces mesures sur l'approvisionnement, vous savez que nous sommes dépendants des pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et donc en améliorant la fluidité routière déjà au niveau du transport, au lieu de passer plusieurs jours sur le trajet, les camionneurs et les commerçants qui se déplacent passent moins de jours. Et donc c'est un gain de temps. Ça permet d'améliorer, de perdre moins d'animaux parce que pendant les transports, il y a des pertes en animaux, les animaux se bousculent. Ils sont entassés dans les camions, donc ça permet d'avoir moins de mortalité pendant le transport et ça permet de gagner aussi du temps. Et ce temps-là, c'est de l'argent, ça permet aux transporteurs de pouvoir faire plusieurs rotations et aux commerçants de recevoir le plus tôt ces animaux et de pouvoir les revendre. D'accord. Et comment ces mesures pourront-elles agir sur le prix des animaux? Sur le prix des animaux, tout à l'heure, j'ai parlé de faux frais. Et donc, ces faux frais qui sont des frais qui sont illicites, des frais illicites. Et vous savez, le commerçant, il capitalise tous ces frais qui sont depuis l'achat de l'animal jusqu'à sa vente. Tout ce qui revient comme prix de revient, il capitalise tous ces frais et il impute au consommateur final. Et donc, nous estimons que si nous réussissons quand même à améliorer la fluidité, à éliminer ces faux frais, à éliminer le convoyage sous toutes ses formes, on pourrait agir un tant soit peu sur le prix au consommateur. D'accord. Venons-en à présent à l'approvisionnement. Oui. Pensez-vous qu'il y aura assez de bétail pour ces fêtes? Oui, M. Hamza, sur ce point-là, oui, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés de l'approvisionnement, la disponibilité du bétail. Sur ce point, nous pouvons vous dire qu'il y aura suffisamment de moutons pour chaque musulman. À quelle quantité à peu près vous attendez pour cette Tabaski 2017? Pour cette Tabaski, sur le plan national, nous attendons environ 150 000 petits ruminants, c'est-à-dire les moutons et les cabris. Mais pour le grand district d'Abidjan, qui est l'un des plus grands postes de consommation des petits ruminants, nous attendons à peu près 120. Les estimations sont de 120 000 moutons et cabris pour cette année. Et à combien sommes-nous déjà en termes d'effectifs? Aujourd'hui, je peux vous dire, jusqu'à ce matin, nous sommes à peu près à 90 000 têtes qui sont entrées sur le district d'Abidjan. Et sur l'étendue du territoire, nous pouvons estimer environ un peu plus de 120 000.
Et quand nous savons que les dernières journées sont des journées où on reçoit 40 voire 50 camions par jour, donc nous pouvons être rassurés qu'au niveau de la disponibilité, il y aura de la disponibilité. D'accord. Docteur Nyandji, pouvez-vous nous rassurer sur la qualité des animaux soumis à la consommation? Oui, au niveau de la qualité des animaux, vous savez, il y a plusieurs contrôles tout le long de la chaîne avant que les animaux arrivent aux consommateurs. Il y a d'abord les contrôles au niveau des pays fournisseurs. Et à l'issue de ces contrôles, on délivre un certificat sanitaire. C'est un document qui dit qu'effectivement, ces animaux sont exempts de certaines maladies. Et lorsque les animaux arrivent en frontière, on a des services vétérinaires en frontière qui font aussi une inspection. Et quand les animaux sont sur les marchés terminaux, également, il y a des inspections qui sont faites pour permettre d'éliminer tous les animaux qui sont jugés impropres à la consommation. Et particulièrement pour la période de Tabaski, vous savez que les consommateurs eux-mêmes sont très exigeants parce que le mouton de la Tabaski ne doit souffrir d'aucune malformation. Et donc, finalement, on peut rassurer que, en tout cas, une grande partie, parce qu'on ne peut pas avoir une assurance à 100%, des animaux qui sont soumis à la consommation sont dans un bon état sanitaire. On parle de hausse des prix. Vous l'avez vu dans le reportage, dans l'élément, hausse des prix. Les clients se plaignent. Que pouvez-vous dire à ce niveau? Oui, c'est vrai. Il y a de plus en plus, au fil des années, les prix des moutons sont élevés. Et au fil des années, les intrants, ce qui sert à nourrir les moutons, comme vous l'avez vu la dame le dire, aussi connaissent des hausses des prix. Mais ce que je peux dire, c'est que pour le mouton de Tabaski, vous savez, il y a plusieurs catégories de moutons sur le marché. Et donc, dans l'élément, on a vu quelqu'un parler de 60 000. Il y a même des animaux plus bas, plus petits. Mais en fonction de la conformation, en fonction aussi des races. Parce que bon, le consommateur ne fait pas toujours attention à ce genre d'aspect. Mais au niveau de la race, au niveau de la conformation, les prix varient. Mais toujours est-il qu'il y a toujours sur les marchés des animaux de tous les prix, disons à partir de 50 000, même à 40 000, mais c'est une question de marchandage. Et donc le prix, ce qu'on peut vous dire, c'est que le prix, il est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Et donc nous, le ministère des Ressources animales et halieutiques, on fait des efforts. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on attend 150 000 têtes. Et on estime que si le marché est approvisionné suffisamment, chacun pourra y trouver son compte. Et comme c'est la loi du marchandage, donc on peut inviter les gens à être rassurés, à marchander. Et je pense que chacun pourra trouver un animal à son prix. Est-ce que le prix au kilo ne serait pas une des solutions? À quand le prix au kilo? Oui, monsieur Hamza, le prix au kilo serait la solution finale parce que là, chacun saura ce qu'il achète. Parce que quand vous achetez un animal, deux animaux de même poids peuvent être achetés à des prix différents puisque l'achat aujourd'hui se fait à l'œil. Et c'est à l'étude au niveau et du ministère des Ressources animales et halieutiques et du ministère du Commerce. C'est des pratiques qui se faisaient à l'époque et qui ont été arrêtées parce que les fournisseurs le vendent à l'œil. Je veux dire que lorsque nous, dans les pays qui fournissent à la Côte d'Ivoire, ça ne se vend pas au kilo. Et donc, c'est souvent difficile de vendre au kilo une denrée qui a été achetée à l'œil. Et on peut se retrouver. Mais malgré cela, avec le ministère du Commerce, nous sommes en train de faire des études pour voir comment et dans quelles conditions on pourrait remettre la vente du mouton au kilo. Je voudrais aussi dire que cela pourrait se faire de façon bilatérale entre des accords entre les deux pays, avec nos pays fournisseurs. Et c'est des problématiques qui sont même sur la table au niveau communautaire pour qu'on puisse acheter le bétail au juste prix. Au juste prix. On dit souvent que la filière est mal organisée, très mal organisée. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, c'est vrai, la filière bétail viande n'est pas la filière la mieux organisée dans le secteur des ressources animales et halieutiques. Il y a beaucoup de petites organisations qui n'ont pas forcément de relations entre elles. Et notre rôle, et on l'assume, c'est de les accompagner, de les sensibiliser, de les former. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui est fait. Et je crois qu'aujourd'hui,
ils ont pris conscience avec l'agrément qu'a eu la première filière de notre secteur de se mettre ensemble pour avoir une interprofession dans laquelle on retrouvera tous les maillons, c'est-à-dire les producteurs, les commerçants et les transformateurs. Et nous sommes à l'œuvre avec eux pour les accompagner jusqu'à passer. C'est une affaire d'acteurs. Ce n'est pas nous qui devons le faire, mais nous devons les accompagner à faire en sorte qu'ils puissent arriver à créer une interprofession de la filière bétail viande. En une phrase, vos perspectives? Les perspectives sont bonnes. D'abord, tout se résume autour de la modernisation. La modernisation de la filière se ferait autour des abattoirs. C'est pour ça, dans la stratégie de développement du ministère des Ressources animales et halieutiques, il est prévu des abattoirs à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et aussi au niveau du développement de la filière nationale. Voilà les perspectives de la filière bétail. Merci madame, merci docteur Nyongji, la directrice donc des productions d'élevage au ministère des Ressources animales et halieutiques. Elle est également membre du comité technique du Conseil national de lutte contre la vie chère. Merci à vous d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bon dimanche sur notre chaîne.